Donc, on va aborder aujourd'hui un thème que vous avez choisi, qui est la mondialisation capitaliste et ses effets sur les équilibres géostratégiques. Euh, c'est un thème qui est essentiel aujourd'hui. Vous entendez dans les médias parler de mondialisation. On vous la présente comme étant quelque chose qui est une évolution que l'homme n'a pas choisie, que ce serait le résultat de l'économie, qui tout seul aurait conduit à la mondialisation. On entend toute une série de termes qui nous sont balancés dans les médias sans qu'on ait d'explication sur ce que signifie vraiment ce phénomène. Alors, pour aborder la mondialisation, en réalité, pour bien la saisir, il y a toute une série de sous-bassements, de concepts, d'explications antérieures qu'il faudrait connaître. Mais comme on a choisi ici de partir de thèmes plutôt que d'un programme de formation, je vais me permettre de rappeler quelques éléments. D'abord, qu'est-ce qu'on entend par mondialisation? Eh bien, ce terme mondialisation, il faut déjà distinguer entre ce que l'on nous dit, c'est-à-dire le discours officiel qui nous est tenu, comment on nous la présente, comment les médias nous en parlent, et la réalité, c'est-à-dire comment elle est apparue, et elle est constituée de quoi. Alors, au niveau du discours officiel, on peut décrire le discours officiel sur la mondialisation à partir d'un certain nombre d'idées. Première idée, la mondialisation serait un phénomène nouveau. On serait passé d'un capitalisme qui ne serait pas mondialisé à un capitalisme qui serait mondialisé. Premier mensonge, première erreur, premier discours complètement idéologique au sens bourgeois du terme. Il suffit de se rappeler ce qu'a été la colonisation pour s'apercevoir que la mondialisation n'est pas une réalité nouvelle. Qu'est-ce que la colonisation, si ce n'est, à partir de pays européens, d'aller s'internationaliser et imposer par la force militaire la présence et un certain type d'économie. Autrement dit, à chaque fois qu'on vous parle de la mondialisation comme une réalité nouvelle, eh bien, on vous ment. Karl Marx a été le premier à parler de mondialisation. Et il en parle en précisant qu'elle date des débuts du capitalisme. Le capitalisme en lui-même ne peut pas ne pas se mondialiser. On peut donc parler, si on veut être précis, d'une nouvelle phase de mondialisation, d'une nouvelle étape de la mondialisation, d'un nouvel âge de la mondialisation, mais la mondialisation est une réalité qui est, bien entendu, très ancienne. Seconde idée qu'on nous présente dans les médias, la mondialisation serait issue du développement des sciences et des techniques. On aurait fait un certain nombre de découvertes des sciences et des techniques qui auraient amené à un développement des échanges internationaux qui fait éclater les frontières. Voilà ce qu'on nous dit, pour résumer et caricaturer ce qu'on nous dit dans les médias. Or, quand on regarde la chronologie qui va amener la mondialisation, c'est-à-dire le fonctionnement actuel du monde, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a des décisions qui n'ont rien à voir avec les sciences et les techniques. Des décisions du Fonds monétaire international dans les années 70, des décisions de la Banque mondiale dans les années 70, des décisions du G20, le groupe des 20 pays les plus riches, du G7, le groupe des 7 pays les plus riches. Autrement dit, on nous présente ça comme venant des sciences et des techniques, alors qu'ils sont le résultat d'un certain nombre de décisions prises par la classe dominante pour remettre en cause le fonctionnement antérieur de l'économie. Troisième idée liée à la mondialisation, toujours dans le discours officiel, ce qu'on nous dit sur le discours officiel, c'est que la mondialisation signifierait la fin des nations. On serait passé d'économie qui serait nationale à une économie qui serait internationale, comme si l'économie avant n'était pas internationale. Bien entendu, là, ce qu'on oublie de nous préciser, c'est que cette soi-disant fin des nations est en réalité le résultat d'un certain nombre de décisions politiques et économiques. Je prendrai juste un exemple. Les plans d'ajustement structurel du Fonds monétaire international dans les années 70, pour avoir un prêt, un pays doit accepter d'arrêter de protéger son économie, doit accepter de faire disparaître toutes les barrières douanières, doit accepter, avec l'Union européenne en particulier, doit accepter ce fameux taux de 3% d'endettement. À chaque fois qu'on a une revendication de salaire, on vous dit « Ah, on ne peut pas, on va dépasser les 3%. » Donc on ne peut pas répondre aux revendications des infirmières. On ne peut pas répondre aux revendications de mettre de l'argent public pour relancer l'économie, puisqu'on a cette fameuse règle des 3%. Or, cette règle n'est pas économique. C'est une règle qui a été choisie
par les détenteurs des capitaux et non pas liés au fonctionnement de l'économie. Quatrième idée, la mondialisation, ça c'est toujours le discours officiel, ce qu'on dit dans les médias. Alors on ne vous le dit pas comme ça, bien entendu, mais on vous sous-entend pour que ça rentre bien dans votre tête, au journal de 20h, le matin quand vous vous réveillez, sur France Info, on vous répète toutes ces idées, et le français moyen finit par dire, bah oui, la mondialisation, on n'y peut rien, c'est comme ça. Elle est venue toute seule, on ne peut rien y faire. Quatrième idée, donc toujours dans ces discours médiatiques, la mondialisation ferait disparaître le fonctionnement antérieur du capitalisme. Donc il n'y aurait plus de classe ouvrière, on nous dit c'est la fin de la classe ouvrière, il n'y aurait plus de lutte des classes, c'est dépassé, maintenant on est dans l'économie ouverte sur le monde, et donc, ce serait dépassé, il n'y aurait plus d'impérialisme et de pays dominés, tout ça ce serait dépassé, donc on nous fait passer l'idée qu'on serait dans un capitalisme post-moderne. Il y aurait le capitalisme ancien et un nouveau capitalisme aujourd'hui qui ne fonctionnerait pas selon la même manière. Sauf que là aussi, on voit bien que c'est un mensonge. Si vous voulez des chiffres, je pourrais vous en fournir. Il n'y a jamais eu autant d'ouvriers dans le monde qu'aujourd'hui. Il n'y a jamais eu autant de grèves dans le monde qu'aujourd'hui. Simplement avec la mondialisation, la lutte des classes s'est transportée à l'échelle internationale, c'est-à-dire qu'on a délocalisé les entreprises. Donc les endroits où la classe ouvrière est la plus nombreuse, c'est dans les endroits où on a délocalisé. Et les endroits dans lesquels il y a des grèves les plus dures, c'est les endroits dans lesquels on a là aussi délocalisé. Donc on a un regard sur tout le capitalisme. Un, il n'y a pas moins d'ouvriers. Deux, il n'y a pas moins de grèves, contrairement à ce qu'on nous décrit aujourd'hui. Alors, ça c'est le discours officiel. Maintenant, si on essaye de comprendre d'où ça vient, eh bien, on comprendra donc la réalité. Et là, on est obligé de revenir sur un certain nombre de concepts du mouvement syndical et du mouvement des classes en France qui nous aident à comprendre le monde. Eh bien, d'abord, première idée, c'est pas moi qui le dis, c'est un des apports d'un grand penseur qui s'appelle Karl Marx, qui a été de montrer qu'à la naissance du capitalisme, il est déjà d'emblée sur une dimension mondialisée. Le capitalisme ne peut pas fonctionner à l'échelle d'une nation. Marx nous explique que le capitalisme apparaît, non pas au XIXe siècle, ça c'est ce qu'on nous a dit dans nos livres d'histoire, révolution industrielle, il n'apparaît pas au XIXe siècle, il apparaît au XVIe siècle. Il apparaît au XVIe siècle, d'abord de manière toute petite, au sein même de l'ordre féodal. Donc dans la société féodale apparaissent les premiers marchands qui vont s'enrichir, et donc ça va être un capitalisme commercial. Ce capitalisme commercial, donc il n'y a pas encore d'usine, c'est dans le commerce qu'on s'enrichit. Qu'est-ce qui va lui permettre de passer, donc de vendre et acheter, à produire aux grandes entreprises qu'on a connues, aux entreprises qu'on a connues. Pendant des siècles, il ne va pas réussir à passer du capitalisme commercial au capitalisme industriel. Parce qu'il lui manque quelque chose, qui est ce que Marx appelle l'accumulation primitive, la masse d'argent nécessaire pour passer de j'achète du tissu et je le revends à j'achète des machines et je produis avec. C'est un investissement beaucoup plus fort. Les bourgeois commerçants ne sont pas assez riches pour réaliser ce passage de l'un à l'autre. Qu'est-ce qui, d'après vous, va permettre de passer de ce capitalisme commercial au capitalisme industriel que nous connaissons? Voler les pauvres, faire leur travail, accumuler. Ouais. Et voilà. Oui, bien sûr. Ça fait un avantage relatif. Ouais. L'esclavage. Alors, effectivement, vous avez raison. Il y a deux sources. C'est ce que Marx appelle, ça c'est pour vos soirées mondaines, hein. Au Nouvel An, vous direz comme dit Marx, vous pourrez crâner. C'est ce que Marx appelle l'accumulation primitive. Donc l'accumulation primitive du capitalisme, pour Marx, c'est comment on a réuni les masses d'argent qui vont permettre l'industrialisation. Et il nous dit, il y a deux sources. Première source, on va par des lois, par la violence, ruiner la petite paysannerie familiale. Tu sais, les familles qui avaient une ferme, qui nourrissaient papa, maman, le grand-père, les cousins, etc. On va les ruiner. En Angleterre, ça s'est fait par la loi, qui imposait la vente d'un certain nombre de fermes. En France, ça s'est fait par la pauvreté, qui va amener, donc on va mettre des impôts qui vont ruiner les paysans, donc la ruine des paysans. Les paysans ne fonctionnaient pas selon un rythme capitaliste. Les paysans, ils fonctionnaient sur la base, toute la famille travaille la terre et on nourrit tout le monde.
Hein, et donc c'est ensemble qu'on prend les risques. Ce n'est pas le capitaliste qui investit pour savoir quel profit, etc. En les ruinant, on va faire quoi? Eh bien, on va pouvoir récupérer toute une masse d'investissement et surtout on va produire des gens qui sont tellement pauvres qu'ils sont obligés d'aller se vendre comme ouvriers et devenir des ouvriers. Ça, c'est la première source. Mais elle n'est pas suffisante, nous dit Marx. Il va falloir une seconde source. Et là, ça va être la conquête et le massacre en Amérique. Massacre des Indiens. L'argent qui a servi à créer, les richesses qui ont servi à créer le capitalisme industriel est le résultat de la violence auprès du peuple entier, c'est-à-dire le génocide des Indiens. On a pillé des masses. Alors, certains ont voulu dire, mais ça ne tient pas la route puisque c'est l'Espagne qui a colonisé. Et c'est l'Angleterre et la France qui se sont industrialisées. Donc ça, c'était la réponse qu'on a voulu faire à Marx. Et Marx a répondu très, très clairement en faisant la preuve, en allant regarder, c'est la démonstration extraordinaire, il était regarder les registres des banques espagnoles. En fait, les Espagnols n'avaient pas suffisamment d'argent pour faire de grandes expéditions. Et donc, c'est avec des capitaux européens qu'ils ont fait des expéditions. Et les Espagnols remboursaient ensuite les grands commerçants qui avaient prêté l'argent pour les conquêtes. Et c'est comme cela, donc sur une base mondialisée, dès la naissance, qu'on va avoir cela. Et puis après, il va y avoir l'esclavage, qui va permettre aussi de renforcer cette base d'argent. Dès sa naissance, le capitalisme est plein de sang. Dès sa naissance, le capitalisme est à l'échelle mondiale. Il suppose la destruction de notre pays. Et donc, il est animé de sang. Voilà ce que nous dit, par exemple, Marx sur cette étape-là. Alors, j'insiste là-dessus parce qu'on nous présente la mondialisation comme étant un phénomène tout nouveau, hein, qui serait tout nouveau. Voilà ce que nous dit Marx. La découverte des contrées aurifères et argentifères de l'Amérique. La réduction des indigènes en esclavage. Leur enfouissement dans les mines ou leur extermination. Les commencements de conquête et de pillage aux Indes orientales. La transformation de l'Afrique en une sorte de garenne commerciale pour la chasse au peau noir. Voilà les procédés idylliques d'accumulation primitive qui signalent l'ère capitaliste à son aurore. On voit bien que tous ceux qui vous diront que la mondialisation date d'aujourd'hui ne font que mentir sciemment, ils savent ce qu'ils font. C'est pour nous dire, mais vous voyez, arrêtez vos revendications, arrêtez de penser comme vos parents qui revendiquaient la retraite, la sécu, etc. Maintenant, nous serions dans un monde nouveau, alors qu'en réalité, la mondialisation est une réalité beaucoup plus ancienne. Ça, c'est donc pour la naissance du capitalisme. Mais ça va se poursuivre ensuite avec ce que j'appellerais le capitalisme de maturité. Donc le capitalisme à la belle période. Certains nous parlent des 30 glorieuses. On se demande, c'était glorieux pour qui, hein, c'était glorieux pour ceux qui s'enrichissaient. Donc là aussi, voilà des termes qu'on nous habitue à nous dire, et nous tous, même, y compris dans plein de réunions, j'entends des militants dire « oui, les 30 glorieuses ». Non, non, il faut refuser ces mots-là. Ce sont des termes qui véhiculent l'idée qu'il y aurait eu un capitalisme où tout le monde était content. Non, il y a eu un capitalisme dans lequel, effectivement, pour les classes dominantes, tout allait bien. Aujourd'hui, ils sont confrontés à des crises plus importantes. Ce n'est pas la même chose que nous-mêmes de revendiquer le terme 30 glorieuses. Et là-dessus, sur le capitalisme de maturité, donc on va dire à partir du 19e siècle et début 20e siècle, eh bien, on a un capitalisme qui est maintenant installé. Il n'est plus naissant. Il est installé, il fonctionne, il fait des masses de profit, etc. Et là, eh bien, on a une autre réalité qui va nous montrer que la mondialisation est incontournable, c'est que le capitalisme a une caractéristique précise. Contrairement à d'autres modes de production, contrairement à d'autres types d'économie, le capitalisme ne peut fonctionner qu'en s'étendant. Un capitalisme qui serait stable ne fonctionnerait pas. Un capitalisme ne peut fonctionner qu'en augmentant la production. Et ça, c'est une caractéristique spécifique du capitalisme. C'est un grand poète marxiste, Aimé Césaire, qui le dit. Il dit le propre du capitalisme, c'est un mode de production qui ne peut fonctionner qu'en s'élargissant. Pourquoi, d'après vous? Pourquoi il ne peut pas fonctionner? Pourquoi on ne pourrait pas dire, ben voilà, on a besoin de 50 000 paires de chaussettes, on en produit 50 000 et puis c'est tout? Pourquoi les capitalistes vont en produire 100 000, 150 000, 200 000, 250 000?
Parce que le moteur, c'est le profit. Le moteur, c'est le profit. Ça n'est pas les besoins. Ça, ce serait une économie socialiste dans laquelle on produirait en fonction des besoins. Donc on aurait besoin de 50 000 paires de chaussettes. Pourquoi on en produirait 300 000? On en produirait 50 000 ou 60 000 pour être large, ou 70 000. Et donc c'est bien parce que le propre du capitalisme, le moteur du capitalisme, ce qui détermine les investissements, ce ne sont pas les besoins de la population, mais le profit. Et donc, si c'est le profit, eh bien on va avoir un capitalisme qui ne peut fonctionner qu'en s'étendant. Ça, c'est une première caractéristique du capitalisme. Seconde caractéristique, cette extension du capitalisme, vous m'arrêtez si c'est pas clair, hein. Faut pas vous laisser noyer, si c'est pas clair, vous tapez sur la table, vous dites j'ai pas compris. Il y a sûrement des camarades qui n'ont pas compris certains termes, n'hésitez pas. Faut pas hésiter, oui. De la proportion c'est clair, c'est Ça va? Et donc, première caractéristique, il ne peut que grandir le capitalisme. Deuxième caractéristique, il grandit n'importe comment. Il grandit n'importe comment parce qu'il n'y a pas un plan de développement qui serait cohérent et scientifique. Ce qui détermine le choix des investissements, c'est quoi? C'est uniquement le profit. Et donc, nous, imaginons que nous sommes tous des capitalistes ici. Ah, nous sommes plein de capitalistes. On apprend tous qu'en produisant des chaussettes, on fait beaucoup de profit. Qu'est-ce qu'on va faire? On va tous aller produire des chaussettes. Et on va avoir une surproduction de chaussettes. Parce que si on se met tous à produire des chaussettes, chacun va essayer de vendre les siennes. On va produire plus de chaussettes que ce que les gens peuvent acheter. C'est ce qu'on appelle une crise de surproduction. Le capitalisme ne peut que produire de la crise parce qu'il est basé sur l'anarchie de la production, parce que le choix d'investissement n'est pas lié aux besoins, mais lié uniquement au profit, et au profit que chacun des capitalistes calcule tout seul pour lui-même. Les capitalistes s'entendent pour réprimer la classe ouvrière, mais entre eux, c'est des loups, chacun voulant manger le maximum du gâteau. Et donc on a une seconde caractéristique qui est cette anarchie de la production. Troisième caractéristique, le capitalisme, il est contradictoire, il est dans une contradiction et il ne peut pas en sortir, nous a démontré Marx. Et il nous le démontre de manière suivante. En disant le capitalisme, pour bien le comprendre, il faut distinguer deux choses. Le moment de la production, ce que je viens d'expliquer pour les chaussettes, où je vais mettre mon argent. Ah, c'est le pétrole qui rapporte, je vais dans le pétrole. Ah, c'est plus le pétrole, maintenant on a trouvé l'uranium, ça rapporte plus. Je prends mon argent, donc je vais à la bourse, je vends mes actions et je vais les réinvestir. Et donc c'est ce qu'on appelle la spéculation. Donc le moment de la production et un second moment qui est le moment de la vente. Là je produis les marchandises et là je vais les vendre. J'ai besoin de les vendre pour que l'argent rentre dans ma poche. Dans le moment de la production, j'ai intérêt à quoi moi en tant que propriétaire de l'entreprise? À verser le moins de salaire possible. À exploiter au maximum. Et donc, dans la sphère de la production, au moment où je produis les marchandises, je diminue au maximum par tous les moyens possibles les salaires. Sauf qu'après, je dois les vendre, les marchandises. Et ceux qui ont eu des faibles salaires, ben, ils ne peuvent pas acheter mes marchandises. Ils ne peuvent pas acheter toutes mes marchandises. Et donc, on a une contradiction sur le capitalisme entre ces deux moments. De nouveau, le capitalisme est un système non viable. C'est un système qui produit des crises inévitables. Les crises, ce n'est pas le résultat d'une mauvaise gestion. Hein. Ce n'est pas parce qu'on a mal géré. C'est le résultat des contradictions du capitalisme. C'est pour ça qu'il n'y aura jamais un capitalisme stable. Un capitalisme qui peut garantir l'emploi. Il faudra une autre société pour pouvoir garantir ça. Et donc, comment je vais sortir de cette contradiction-là? Ben, la production que j'ai vendue. Puisque je ne peux pas la vendre aux ouvriers français ou de France. Je dis de France parce qu'il y a des immigrés ici qui consomment aussi. Puisque je ne peux pas les vendre ici, leurs salaires sont trop bas pour acheter toutes les marchandises. Je vais essayer de faire quoi? Bah, exporte. Je vais essayer d'exporter. Donc je vais exporter. Ça s'appelle la mondialisation. Voilà comment le capitalisme, dans sa naissance, dans son fonctionnement même, va faire cela. Mais ça, est-ce que ça résout la question? Ça la reporte. Pourquoi ça la reporte? Parce que tous les capitalistes de tous les pays du monde, ils sont confrontés au même problème.
Les capitalistes anglais, ils ont produit aussi. Ils cherchent à exporter. Et donc, de nouveau, on va trouver cette fois-ci une surproduction, mais à l'échelle mondiale. C'est ce qui explique que les crises sont de plus en plus graves. Avant, on avait des crises de surproduction qui étaient tous les 7-8 ans, avait calculé Marx et Engels. Et c'était des crises de surproduction qui duraient 2-3 ans. On n'est pas encore sorti de la crise de 2008, qu'on était avant le Covid, dans une crise d'une très grande ampleur également, que le Covid a bien entendu renforcé et exacerbé. Donc on voit bien que la mondialisation, ça n'est pas le résultat de sciences et techniques, c'est le résultat du fonctionnement même du capitalisme. Et pour faciliter cette exportation, eh bien, on va justement prendre toutes ces mesures dont j'ai parlé, par le G20, la Banque mondiale, le FMI, etc. Je voudrais juste vous donner un exemple, pour que vous compreniez bien comment ça s'est fait. Et l'exemple que je vais prendre, je vais prendre deux exemples. Pour un premier exemple qui s'appelle les plans d'ajustement structurel. Ici, le mouvement ouvrier a peu fait attention au plan d'ajustement structurel. En tout cas, il y a fait attention trop tard, parce que ça touchait les pays pauvres, les pays du Sud, d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine. C'était quoi? Bien, on a dit aux pays du tiers-monde, on leur a dit, maintenant, si vous voulez un prêt, si vous voulez faire un emprunt, parce que vous en avez besoin pour payer vos fonctionnaires, parce que vous voulez investir dans l'exploitation d'une richesse, etc. Si vous voulez un prêt, et donc ça c'est dans la décennie 70, eh bien dorénavant, il y a des conditions, ce qu'on appelle les conditionnalités. Alors qu'auparavant, la seule condition c'était quoi? Comme vous, quand vous prenez un prêt, c'est de rembourser. Montrer que vous pouvez rembourser. Ben, dorénavant, on leur a dit, non, non, ça ne suffit pas. Il ne suffira pas de rembourser. Il y a d'autres conditions. Et c'est quoi ces conditions? Quasiment tous les pays du tiers-monde ont signé des plans d'ajustement structurel qu'on leur a imposés. C'est diminution des services publics. C'était écrit tel quel, diminution des services publics. Ça ne touchait pas l'Europe, donc on ne l'a pas vu ici. Ça a d'abord été dans le tiers-monde, etc. Ensuite, ouverture, suppression de tous les droits de douane. Donc Dylan, qui habitait en Côte d'Ivoire, qui était un Ivoirien, il ne vous l'a pas dit. Dylan, c'est un Ivoirien, c'est un petit producteur de riz en Côte d'Ivoire. Il produit pour la famille, il vend un petit peu au marché, etc. Et jusqu'à présent, il s'en sortait. Pourquoi? Parce qu'Auchan, quand il exportait du riz en Côte d'Ivoire, il avait un droit de douane à payer, qui faisait que son riz n'était pas moins cher que celui de Dylan. Dorénavant, l'État ivoirien, parce qu'il a pris un prêt, un plan d'ajustement structurel, il ne peut plus taxer Auchan. Résultat, Dylan, faillite. Il n'arrive plus à vendre son riz. Voilà. Il est devenu un sans-papier. Il a pris l'avion, il a essayé d'arriver jusqu'ici. Donc, suppression des droits de douane. Transformation des codes des impôts pour les sociétés multinationales. Donc, diminution des impôts pour les entreprises qui venaient d'ici. Ceux qui cherchent pourquoi il y a eu des localisations, ben vous avez toutes ces mesures-là. Pourquoi je m'embêterais, moi, à rester ici à Valenciennes, alors qu'on me dit que je peux aller en Côte d'Ivoire avec des travailleurs moins chers, et en plus, on a supprimé l'essentiel des impôts. Dans beaucoup de pays du tiers-monde, au moment des indépendances, il était demandé aux entreprises qui s'installaient là-bas de réinvestir une partie de leurs bénéfices dans le pays. Là, les plans d'ajustement structurel suppriment cette obligation. Ils peuvent rapatrier ici, dans leur coffre-fort des banques, tous les bénéfices qu'ils ont faits. Donc voilà ce que c'est que la mondialisation. Le plan d'ajustement structurel, c'est des décisions politiques et non pas des progrès techniques et scientifiques qui ont transformé cela. Ça vous rappelle rien tout ce que je viens de vous décrire? 15 ans plus tard, comment on va laisser passer ça pour le tiers-monde? C'est arrivé ici. C'est arrivé ici. L'Union européenne, qu'est-ce qu'elle nous fait? C'est exactement les mêmes logiques. Exactement. Les règlements de l'Union européenne aujourd'hui, c'est suppression de tous les droits de douane. On n'a pas le droit de protéger une entreprise. Vous avez des entreprises qui sont des entreprises de besoin national en France. On n'a pas le droit de les soutenir. Si vous le faites, vous pouvez être condamné, la France peut être condamnée pour concurrence déloyale. Diminution des services publics. Donc la règle des 3%, c'est quoi? C'est diminuer les investissements possibles. On a la même logique des plans d'ajustement structurel qui se sont appliqués 15 ans plus tard, 20 ans plus tard, aux pays de l'Union européenne.
On a exactement la même logique. Et c'est pas terminé. Le second exemple, eh bien, c'est encore aujourd'hui, c'est un des plus gros scandales qu'on est en train de vivre. Et ceux qui se permettent d'avoir des discours contre les immigrés, contre les sans-papiers, etc., ferait mieux, il faut vraiment qu'on développe notre explication. C'est ce qu'on appelle les accords de partenariat économique. C'est les accords que l'Union européenne fait signer aux pays du tiers-monde pour pouvoir avoir des aides au développement, pour pouvoir maintenir des relations économiques. Qu'est-ce qu'il y a dans les accords de partenariat économique? L'obligation d'ouverture complète des frontières pour les capitaux européens. Autrement dit, l'exemple que je donnais tout à l'heure pour Dylan, ça va se faire sur toutes les productions locales. Par exemple, au Sénégal, où j'étais cet été, l'été d'avant, j'étais invité par le mouvement France Dégage, qui est un mouvement d'agriculteurs et de jeunes sénégalais, parce que Auchan exporte maintenant, elle n'a plus aucun droit de douane, exporte tout le surplus de cuisses de poulet, etc. Et ça ruine tous les éleveurs. Mais on a la même chose sur le riz, on a la même chose sur le mil, etc. C'est des milliers, des centaines de milliers de sans-papiers, de gens qui meurent de faim, qui deviendront des sans-papiers, ou qui, alors pour l'essentiel, qui iront dans le pays voisin, qui resteront dans la misère, mais dont une minorité arrivera jusqu'ici, et qu'on traitera ensuite de parasites en plus. On a donc un monde qui produit cela, et c'est ça la mondialisation. Nous sommes donc aujourd'hui, donc ça c'est la mondialisation telle qu'elle fonctionne dans le passé, nous sommes aujourd'hui non pas dans le début de la mondialisation, non pas dans une nouvelle mondialisation, mais dans une nouvelle phase de la mondialisation. Alors, pourquoi ça arrive aujourd'hui? Ben, ça arrive aujourd'hui parce qu'il y a eu une période de l'histoire qu'il faut vraiment, je vous conseille qu'on consacre un cours là-dessus complètement, qui est vraiment essentiel pour comprendre ce qui nous arrive. C'est la période de 1945. La Seconde Guerre mondiale et les conséquences de la Seconde Guerre mondiale. Ça a été une des plus grandes victoires des peuples et du monde du travail. La bourgeoisie est quasiment entièrement discréditée au moment de la libération. L'essentiel des employeurs ont collaboré avec les nazis. L'Union soviétique a contribué à la libération d'une grande partie du territoire européen. Autrement dit, le rapport de force idéologique, le rapport de force militaire, le rapport de force sociale, il est, en 1945, en faveur des peuples. Il y a trop de membres de la classe bourgeoise qui se sont compromis avec le fascisme et le nazisme. Ce n'est pas un hasard si en 1945, vous avez toute une série de réformes positives. La Sécu, les politiques sociales, on a toute une série de grandes victoires, de grands conquis sociaux, datent de cette période-là, et avant cela de 1936, mais 1945 est un moment important. Et 1945, c'est donc des progrès sociaux ici, que la bourgeoisie ne pouvait pas refuser. Hein. Si elle les refusait en 1945, l'état d'esprit des peuples européens en particulier était un état d'esprit, les mecs ils avaient encore des armes. Hein. Ils sortaient de 6 ans de lutte armée. Ils se disaient on ne va pas retourner à avant 1945. Et donc dans le combat contre le nazisme, il y avait aussi tout cet espoir-là d'un changement. Et puis secondo, donc progrès sociaux ici en Europe, dans tous les pays européens, on a ce progrès-là, qui va être encore accéléré par la peur du communisme. Les gens se disent, si on cède, enfin la classe dominante se disant, si on ne cède pas un petit peu, ils vont tous regarder vers l'URSS, ils vont tous adhérer au Parti communiste, donc il faut montrer un visage plus humain au capitalisme, donc il y a des concessions qui viennent aussi de cela, pour éviter que l'Union soviétique soit un pôle d'attraction. Et puis, seconde transformation, dans les peuples du tiers-monde qui étaient colonisés, eh bien, il va y avoir des luttes de libération nationale. Autrement dit, les gens vont dire, mais nous, il y en a assez de la colonisation. Et donc, on va avoir le développement de luttes de libération nationale. Donc, tout le système capitaliste est menacé à cette période-là. C'est un véritable séisme. Les classes dominantes vont être obligées de reculer, mais vont bien entendu préparer
la contre-offensive. Ça va se traduire par une série de coups d'État dans les pays d'Amérique latine, d'Afrique, etc. Ça va se traduire par une répression des grèves ici, en 48 en particulier, pour ne citer que celle où ça a été massif. Ça va se traduire également par eh bien, la préparation de la contre-offensive en termes de mondialisation. La mondialisation, c'est la grande revanche historique des classes dominantes. On va, là où on avait obtenu un fonctionnement du capitalisme qui était obligé de faire des concessions aux travailleurs, on va vouloir revenir au capitalisme pur. La mondialisation, c'est le retour du capitalisme à sa forme pure, à son fonctionnement d'avant les concessions qui avaient été imposées par les luttes sociales et par le combat anti-nazi. Et donc c'est important d'avoir ça en tête. D'ailleurs, un des chefs du MEDEF le dit ouvertement, puisqu'il dit qu'il s'agit de détricoter toutes les victoires de 1936 et de 1945. Quand on lui a demandé c'est quoi votre programme, ben c'est simple, c'est détricoter. Donc tout ce qu'on a obtenu en 1936 et en 1945, il s'agit de le transformer. C'est bien le retour du capitalisme à sa forme pure d'avant les concessions qui ont été imposées. Cette mondialisation va donc se prendre par des mesures précises de libéralisation, de suppression des barrières douanières, d'imposition d'une limite au service public par tous ces organismes de la classe dominante. Puis il va y avoir un événement qui va accélérer le processus, qui va arriver un peu plus tard, ben c'est la fin de l'Union soviétique. La disparition de l'Union soviétique. On sait aujourd'hui d'ailleurs qu'elle a été possible uniquement par un coup machiavélique, un coup de stratégie, qui était de pousser l'Union soviétique à intervenir en Afghanistan en sachant que ça allait être un piège, que c'est une guerre qui était piégée d'avance. Donc le capitalisme va instrumentaliser ce qu'on appelle aujourd'hui les islamistes. Si vous voulez, on pourra revenir sur le terme, mais en tout cas, on instrumentalise des fanatiques pour arriver à certains buts. Encore aujourd'hui, on a cette instrumentalisation. D'ailleurs, aujourd'hui, vous voyez bien comment un Macron peut instrumentaliser cela pour faire passer une loi sur la sûreté globale, faire passer des mesures réactionnaires. On part d'un problème réel, qu'on peut pousser, comme en Syrie, qu'on peut pousser, comme en Afghanistan, qu'on peut pousser pour après justifier un certain nombre de mesures que l'on souhaite. J'ai parlé tout à l'heure de la manière de présenter la mondialisation comme étant le résultat spontané de l'évolution des sciences et des techniques. Eh bien, on peut montrer le mensonge que ça constitue. Donc on vous dit qu'il n'y a plus de classe ouvrière, il n'y a plus de lutte des classes. Le mensonge que ça signifie. Je voudrais juste pas vous noyer avec des chiffres, mais vous en donner quelques-uns. En 1950, la part des ouvriers de l'industrie travaillant dans un pays du tiers-monde est de 34%. Donc il y a 34% des ouvriers du monde qui travaillaient dans un pays du tiers-monde en 1950. Ils sont 53% en 1980, 79% en 2010. Ce qui veut dire en chiffre absolu 541 millions d'ouvriers contre 145 millions aujourd'hui ici. Autrement dit, la mondialisation, c'est bien, non pas la diminution de la classe ouvrière, mais le passage à la classe ouvrière d'un endroit à un autre endroit. Le transfert de main-d'œuvre est encore plus important si on parle du travail de manufacture. 83% de la main-d'œuvre de manufacture dans le monde vit et travaille dans un pays du Sud. Donc à chaque fois qu'on vous dit diminution de la classe ouvrière, on nous ment. En réalité, il y a diminution à un endroit parce qu'on a transféré les entreprises ailleurs, c'est tout. Mais ce n'est pas une diminution de la classe ouvrière. Le capitalisme, c'est encore une bourgeoisie minoritaire qui exploite une classe ouvrière majoritaire. Simplement, c'est plus à l'échelle de chaque nation, c'est maintenant à l'échelle mondiale. Ce qui veut dire qu'il faut s'attendre dans les mois et les années à venir à des développements de lutte sociale partout dans le tiers-monde et que ça pose la question de la solidarité entre les ouvriers aujourd'hui, puisqu'on voit bien que maintenant c'est à l'échelle, les bourgeois entre eux ils sont solidaires, ils sont capables d'être solidaires. Comment on va être solidaire à l'échelle internationale? Il n'y a pas eu une des plus grosses grèves historiques là, ce dernier mois en Inde? Si, actuellement, c'est pas fini. C'est en ce moment. C'est en ce moment, oui. Et donc l'internationalisme, qui est une valeur de base du mouvement ouvrier à sa naissance, eh bien, est encore plus d'actualité aujourd'hui. Malheureusement, pour plein de raisons, on a diminué notre conscience internationaliste. Il faut sans doute redévelopper l'internationalisme. Et comme on est dans un syndicat de jeunes, historiquement, c'est toujours la jeunesse qui a porté
le plus des combats internationalistes. Hein. Je rappelle en France les gestes héroïques des jeunes syndiqués et des jeunesses communistes à l'époque, dans les années 20, contre la guerre du Rif, etc., où ils ont été bloqués des trains. Et donc la culture internationaliste, c'était une caractéristique de la jeunesse. La guerre du Golfe aussi. Oui, la guerre du Golfe, il y a eu toutes les générations. Les jeunes étaient présents, mais il y a eu toutes les générations. Alors, voilà ce que c'est que la mondialisation. Quelles sont les conséquences maintenant de tout cela sur le monde et qu'est-ce qu'on peut attendre de tout ça? Et c'est le second aspect. Je parlais d'internationalisme. Ben, le second aspect, c'est que tout cela annonce des guerres à répétition. Il ne faut pas être devin pour conclure que ce fonctionnement-là, ce fonctionnement mondialisé, va produire des guerres. Si on disait cela il y a, et je le disais, il y a une de vos collègues qui était là tout à l'heure, qui m'a eu comme prof il y a très longtemps, et elle me rappelait que j'avais fait un cours à l'époque sur la guerre du Golfe, donc ça date. Hein. Et à cette époque-là, on pouvait déjà annoncer que d'autres guerres allaient venir, sauf qu'on ne savait pas. Et bien aujourd'hui, si vous regardez, on a eu l'Afghanistan, la Syrie, la Somalie, l'Irak, etc., etc. Ce n'est pas des guerres qu'on ne pouvait pas prévoir, c'est des guerres logiques qui sont le résultat de cette concurrence internationale. Je dis ici, on va exporter, mais comme tout le monde exporte, eh bien tout le monde a besoin de s'assurer que ces marchandises et les minerais qui vont lui revenir, qui vont être, que c'est lui qui va maîtriser cela. Et donc, je voudrais insister sur quelques effets de la mondialisation. On a d'abord, premier effet, logique, puisqu'on exporte les entreprises, une désindustrialisation dans les pays riches et une internationalisation de la production. On l'a bien vu avec les masques. C'était plus rentable d'importer des masques que de les produire ici. Donc on a supprimé les entreprises pouvant produire des masques. Je parle des masques et des autres matériels. Quand il a fallu produire d'un seul coup des millions de masques, bah, on n'avait pas l'infrastructure industrielle, puisqu'on l'avait détruit, parce que c'était plus rentable de l'importer que de la produire. Seconde conséquence, la mondialisation elle a pour caractéristique d'amener non pas la recherche du profit, ça a toujours été le capitalisme, mais la recherche du profit maximum. Puisque je peux prendre mon entreprise et la passer de la Côte d'Ivoire à la Roumanie, si j'ai trouvé une main-d'œuvre moins chère, de la Roumanie, 2 ans plus tard, je peux la prendre et l'emmener en Inde si c'est encore moins cher, comme je peux, sans entrave, bouger mes entreprises de cette manière-là, indépendamment des conséquences sur les travailleurs de ces entreprises, comme je peux faire cela, eh bien, ça n'est pas le profit que je recherche, c'est le profit maximum. Jusqu'aux années 70, les entreprises qui fermaient étaient des entreprises qui avaient des problèmes de profit. Aujourd'hui, vous pouvez avoir des entreprises qui ferment alors qu'elles font du profit. Mais elles estiment qu'on peut faire plus de profit ailleurs. C'est pas la même chose. C'est-à-dire que je ferme mon entreprise parce que j'estime que le profit, il n'est pas suffisant. Alors qu'auparavant, il y avait des entreprises rentables. C'est pourquoi le mouvement ouvrier aurait intérêt, à mon sens, à reprendre fortement le mot d'ordre d'interdiction de fermeture d'une entreprise qui est rentable. Déjà, pour moi, interdiction de toutes les entreprises, mais déjà ça, d'une entreprise rentable. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des entreprises rentables qui vont fermer, parce qu'on peut estimer qu'on va avoir des dividendes plus importants en allant dans un autre pays. Troisième caractéristique de la mondialisation, troisième effet, ça détruit toute la part du salaire indirect, pour faire baisser les salaires. Ce que l'on va faire baisser, parce que ça ne se voit pas, ça se voit moins. Hein. Si on vous dit demain, vous avez 1000 € de salaire, maintenant vous allez en avoir 800, vous allez réagir. Mais si on vous dit, non, vous allez garder 1000 €, mais par contre, salaire indirect, par exemple la Sécu, les remboursements Sécu, c'est du salaire. Hein. C'est du salaire qui n'est pas versé dans votre poche directement, mais c'est pris sur la production, donc c'est du salaire. En diminuant le remboursement Sécu, on diminue votre salaire en fait. On diminue la part indirecte de votre salaire. Et bien si vous regardez de près, depuis 30 ans, toute la part indirecte du salaire, sous toutes ses formes, est en diminution. À chaque fois qu'on vous diminue un service public, à chaque fois qu'on ferme un hôpital, à chaque fois qu'on diminue, je ne sais pas, le droit à la retraite, etc., c'est la part du salaire indirect qui est diminuée. Et donc c'est essentiel aujourd'hui, dans les explications,
en trouvant les mots qu'il faut le plus simple possible, de revenir à ce que Marx avait déjà expliqué dans ses conseils aux syndicalistes, qui est de dire il faut expliquer ce que c'est que le salaire. Le salaire, c'est pas seulement ce que je touche à la fin du mois. Le salaire, c'est ce que je touche à la fin du mois, plus tous les revenus qui me sont reversés par les services publics, par les droits sociaux, etc. Il y a le salaire direct et le salaire indirect. Et c'est important de reprendre cette explication. Sinon, on va avoir plein de gens qui pensent que leur salaire ne bouge pas. Alors qu'en réalité, il baisse. Nos salaires baissent, en réalité, par la baisse massive du salaire indirect. Quatrième effet, cela va produit et va produire la ruine de la paysannerie des pays pauvres. Et donc, oui. Il dit qu'il n'a pas compris que le salaire indirect, je pense qu'il y a une notion directe, indirecte. Jusqu'à présent, ce qu'on appelle salaire, ce que le français moyen appelle salaire, c'est ce qui touche à la fin du mois. Donc j'ai un salaire de 1000 euros. Donc on va dire ici 1000 euros. Mais en réalité, ton salaire ne se limite pas à 1000 euros. Parce qu'il y a toute une série d'autres droits. Quand tu vas te faire soigner, tu ne payes pas les médicaments. En tout cas, tu ne payes qu'une partie. Maintenant, tu vas payer une partie. Hein. Mais, le reste est remboursé. Est-ce que ça vient d'où, cet argent? Est-ce qu'il vient de la poche des patrons? Non. Il vient des cotisations. Ah oui. Donc il vient de toi, de ton travail. Ici, tu as un salaire également, mais c'est pas, on ne le voit pas de la même façon. Alors Marx propose d'appeler cette partie du salaire le salaire direct, et ici le salaire indirect. Et donc tout ça, c'est ton salaire. Une partie te revient dans la poche, et une autre partie te revient parce que tes enfants peuvent aller à l'école, parce que tu es remboursé par la Sécu, etc. Diminuer ce qu'on te donne à la fin du mois, ça te ferait réagir. Si tu vas travailler demain, on te dit bon, maintenant c'est 500 euros à la place de 1000 euros, tu vas réagir. Bah, je vais casser sa bouche. Exactement. Mais si je t'enlève ici, je te fais payer les médicaments un petit peu, tu vas peut-être pas le voir, tu vas pas le voir. Tu vas le voir quand ça t'arrivera, quand tu seras obligé de te rembourser. Et donc tu vas le voir par morceaux. Et puis tu vas voir c'est 1 euro de plus, 2 euros de plus. Mais en réalité, c'est ton salaire indirect qui est diminué. Quand on ferme un hôpital, quand tu vas te faire soigner, tu seras moins bien soigné. Ça faisait partie du salaire indirect. Donc ton salaire, c'est tout ça. Et en réalité, si on regarde quel est l'intérêt de la classe ouvrière, l'intérêt des travailleurs, eh bien c'est une société dans laquelle on aurait quoi? Eh bien on aurait quasiment plus de salaire direct. Si ton pain est gratuit, imaginons une société dans laquelle tu as le droit d'avoir du pain en allant à la boulangerie. Si tu as le droit d'aller te vêtir dans des entreprises qui sont des entreprises dans lesquelles ça fait partie, tu as le droit à 3 costumes, je dis n'importe quoi, hein, 3 costumes par mois ou tu n'as plus besoin de salaire direct. Le socialisme, c'est quoi? C'est l'élargissement des biens gratuits. Des choses que jusqu'à présent tu payes, et bien progressivement deviennent gratuites. Est-ce que c'est impossible? Il y a plein de choses qu'avant on payait qu'on ne paye plus aujourd'hui. La Sécu, c'est quoi? Avant, tout le monde payait. Avant la Sécu, tu payais totalement. D'ailleurs, les gens ne se soignaient pas parce qu'ils ne pouvaient pas payer. Et c'est devenu gratuit. Alors, le rythme que ça prendra, on ne sait pas. Est-ce qu'il faudra 100 ans, 150 ans, 50 ans, 30 ans pour arriver à une société où il y a beaucoup plus de choses gratuites qu'aujourd'hui? Mais en réalité, l'intérêt des travailleurs, c'est d'aller le plus possible vers le salaire indirect. Et l'intérêt des entrepreneurs, c'est de diminuer au maximum le salaire indirect. Est-ce que c'est plus clair? Et dernier effet qui est quand même essentiel, c'est pour cela qu'il y avait la suite du titre sur les équilibres géostratégiques, c'est que si on ne veut pas que nos enfants vivent des guerres, et y compris une guerre mondiale, aujourd'hui ça semble inimaginable, une guerre mondiale, si on ne veut pas ça, et c'est pas dans 300 ans, hein, c'est quelque chose qui est possible dans les décennies qui viennent, eh bien nous avons vraiment intérêt à nous mobiliser tous et à faire avancer les consciences. Parce que ce fonctionnement-là mondialisé, il mène aux guerres. Il mène aux guerres. Pourquoi? Eh bien, comme il y a la concurrence de tous les pays impérialistes, tous les pays capitalistes, pour deux choses.
chacune des entreprises, chacune des multinationales, soutenues par ces États, donc les multinationales françaises sont soutenues par l'État français et l'armée française, les multinationales états-uniennes sont soutenues par l'État des États-Unis, les multinationales anglaises par l'État anglais, etc. Eh bien, ces multinationales, elles se battent pour accéder aux matières premières. Il y a un certain nombre de guerres aujourd'hui que vous ne pouvez pas comprendre dans les pays du Sud si vous ne regardez pas les matières premières que l'on découvre depuis 2 décennies. J'ai écrit il y a ces dernières années deux gros ouvrages qui m'ont demandé beaucoup de travail, qui s'appellent Manuel stratégique de l'Afrique, parce qu'il y avait tellement de guerres en Afrique que le français moyen, si on ne lui explique pas, il va dire c'est des cinglés, les Africains, ils sont tranquilles. Ils n'arrêtent pas. Pour une connerie, d'ailleurs dans les médias on va nous dire c'est des guerres tribales, des guerres ethniques, des guerres religieuses, on nous invente toute une série de trucs, etc. J'ai juste été regarder dans chacun des pays où il y a eu des guerres. Donc j'ai pris toutes les guerres qu'il y a eu en Afrique, j'ai été regarder simplement les minerais stratégiques qu'on avait découverts dans la période où il y a eu les guerres. Vous avez l'explication immédiatement. Chacune des grandes puissances aujourd'hui tente d'accéder aux matières premières, et en particulier dans ce qu'on appelle les matières premières stratégiques, c'est-à-dire un groupe d'une dizaine de minerais qui sont essentiels pour la production de vos téléphones portables, la production de l'industrie aéronautique, etc. Par exemple, le Congo, qui est en guerre depuis 30 ans maintenant, c'est des massacres, c'est un peuple qui souffre énormément. On ne peut rien comprendre si on n'a pas en tête que le Congo est le principal producteur de coltan. Il n'y a aucun téléphone portable sans coltan. Et donc on voit bien que les rapaces des multinationales sont là, ils sont prêts à se faire la guerre entre eux pour savoir qui va avoir accès aux mines de coltan, là au Congo, mais d'autres minerais, etc. Donc, premier type de conséquence, la question des guerres. Si vous regardez, guerre du Golfe, 2 guerres au Golfe, la Syrie, etc., c'est toutes les richesses pétro-gazières. Et on voit bien que c'est un enjeu. Qui va accéder aux richesses pétro-gazières? Et ça explique un certain nombre de guerres. Donc, première dimension, les matières premières. Seconde dimension, les marchés. C'est-à-dire qu'on a un certain nombre de guerres qui s'expliquent par le fait que, une fois que je suis installé dans un pays, quelles sont les marchandises qui se vendent dans ce pays? Ben, les miennes. On revient au modèle de l'époque coloniale. À l'époque coloniale, en Algérie, vous ne pouviez pas acheter de produits allemands. Vous étiez obligé, parce que c'était une colonie française, d'acheter des produits français. Et donc on a aussi un second type de concurrence autour de l'accès au marché. Donc ça, c'est déjà un terrain qui amène des dangers de guerre importants. Alors, quelle est la place de chacune des grandes puissances aujourd'hui par rapport à cette mondialisation et à ces risques de guerre? Premier grand pays, les USA. Les USA, c'est un pays qui aujourd'hui est un pays que j'appellerais un impérialisme rentier. Autrement dit, la richesse des USA n'est pas liée à sa capacité industrielle. Ça n'est pas sa capacité de produire qui fait la richesse et la force des USA. D'après vous, c'est quoi? C'est militaire, ailleurs, sur le terrain. Oui, mais qu'est-ce qui fait qu'ils ont une place économique aussi importante? Militation. Militaire, oui, mais si c'était que militaire, ça ne marcherait pas. C'est l'immigration surtout, le Militaire, travail. c'est pour cacher autre chose, en fait. C'est l'immigration. Ouais, mais ça aussi, c'est secondaire. Non, c'est secondaire, c'est secondaire. Non, les USA, tout simplement, Comment parce qu'ils ça, étaient ouais. les plus forts militairement, Oui. fait un coup d'État économique. Ils ont décidé que leur monnaie n'était plus couverte par un stock d'or. Les USA sont le pays, comme c'est une monnaie internationale, le dollar. À chaque fois qu'ils ont besoin d'argent, ils font marcher la planche à billets. Et à chaque fois qu'ils m'en font marcher, donc les USA, c'est le pays le plus endetté au monde. C'est le pays qui a le plus de dettes. Mais à chaque fois qu'ils produisent des nouveaux billets, donc ils font marcher la machine à dollars, qui c'est qui paye? Va contribuer. Ben, c'est vous. C'est vous. C'est-à-dire que ce que vous achetez avec des dollars, il vous faut plus de dollars pour acheter ce que vous achetiez auparavant avec moins de dollars. Parce que le dollar a baissé en valeur. Et donc on a aujourd'hui une économie mondiale qui est basée sur un coup d'État économique. C'est pour cela qu'un certain nombre de pays aujourd'hui commencent à
a avancé l'idée de refuser d'être payé en dollars, d'exiger d'être payé dans un panel de monnaie. Certains pays demandent à être payés en monnaie chinoise, d'autres en monnaie avec un panel de monnaie chinoise, euros, etc. Parce que le dollar, eh bien, ça permet de faire fonctionner une économie parasitaire, une économie des rentiers en fait, c'est des rentiers. Bien entendu, personne n'accepterait cela comme cela. Personne n'accepterait cela s'il n'y avait pas un moyen de pression. Et moyen de pression, ben, il est militaire. Il est militaire. L'État le plus endetté est aussi celui qui investit le plus en armes, en production d'armes. On pourrait s'attendre à ce que l'État le plus endetté diminue ses dépenses d'armement. C'est exactement l'inverse. Au plus ils sont endettés, au plus ils développent leur armement. Donc on a là un impérialisme qui ne peut pas s'imposer par sa productivité, qui ne peut pas s'imposer par ses capacités productives, ses capacités scientifiques, ses capacités techniques, et qui donc s'impose par le dollar monnaie international et par la pression militaire. Et qui donc, s'il veut rester dominant, doit faire des guerres, doit s'opposer à la montée d'autres puissances, d'autres pays, comme l'Union européenne ou comme la Chine, etc. Second grand bloc, l'Europe. Ben, l'Europe, elle est, elle aussi, à la fois dépendante des USA sur le plan militaire, et à la fois, elle-même, elle cherche ses propres intérêts, d'où parfois un certain nombre de tensions entre les USA et l'Europe. L'Europe est elle-même divisée, chacun des États européens cherchant à diriger l'Europe. On voit bien, par exemple, on sait très bien que ce qui s'est joué dans la crise yougoslave il y a quelques années, en réalité, les Français n'avaient aucun intérêt à l'éclatement de la Yougoslavie. Qui avait intérêt à cela? Ben, l'Allemagne. L'Allemagne. Et c'est pour cela que l'Allemagne a soutenu l'autonomie du Kosovo, a soutenu les républiques soi-disant indépendantistes en Yougoslavie, etc. Et c'est pour cela que l'Allemagne est le pays dirigeant de l'Europe aujourd'hui. Quel est l'argument de la France dans tout ça? Eh bien, un peu comme les États-Unis au niveau mondial, ben, la France dit à l'Europe, il n'y a que mon armée qui peut vous garantir l'accès aux ressources. C'est pour cela que vous avez très peu de soldats allemands à l'extérieur, mais beaucoup de soldats français. C'est-à-dire que ce sont des jeunes Français qui vont mourir pour les capitalistes allemands, pour les capitalistes hollandais, les capitalistes belges, etc. Pour la France, c'est important parce que c'est sa seule manière de négocier avec l'Allemagne, qui elle est plus puissante, de négocier avec l'Allemagne. Je vous donne mes soldats et en échange, vous maintenez la présence française à l'extérieur. Mais ça se paye par, la France a le sale boulot, le boulot d'aller défendre les intérêts des grandes multinationales européennes. Et c'est pour cela que la France est au Mali. Elle est au Mali pour garantir l'accès à l'uranium du Niger, à toute l'Europe. Et ce sont des Français qui vont être tués pour les intérêts de tout le capitalisme européen. Et puis, troisième grand bloc, on a des nouvelles puissances émergentes, la Chine, la Russie, l'Inde, qui sont confrontées pour se développer à toutes ces barrières que met en place, en particulier les États-Unis. Et donc, on a donc des contradictions et des conflits d'intérêts qui peuvent mener à de très nombreuses guerres. Dans mon analyse sur les différentes sources de guerre en Afrique, j'en suis arrivé à les classer en 4 grandes catégories. Donc là, je parle que des guerres qui ont déjà existé, mais qui forment un modèle, à mon avis, sur ce qui va nous arriver dans la suite. On a d'abord des guerres pour les ressources. Autrement dit, c'est ouvertement des guerres dans lesquelles on veut s'accaparer, par exemple, l'uranium du Niger, c'est une des explications essentielles de la guerre au Mali. Qui va avoir l'uranium du Niger? Les Français sont là-bas pour l'Union européenne, les États-Unis aimeraient bien y être également, et donc on a là un premier type de guerre. Second type de guerre, les guerres pour la mer. Les guerres pour la mer. Tout simplement parce que, effectivement, les mers sont des endroits dans lesquels, si vous les maîtrisez, eh bien, vous maîtrisez l'endroit, le canal de passage des matières premières exportées, etc. Et puis, on a de plus en plus de minerais maintenant qui sont avec les capacités scientifiques d'aujourd'hui qu'on peut exploiter au fond des mers. On a de plus en plus de découvertes scientifiques
qui montrent que le fond des océans sont des fonds qui vont apporter ce que le pétrole et le gaz ont pu apporter pour l'économie industrielle du XIXe siècle. Donc qui va maîtriser les mers et qui va maîtriser les sous-sols sous-marins, eh bien, sera bien placé pour dominer le monde. Troisième type de guerre, la guerre pour les points de passage géostratégiques. Parfois, vous avez une guerre dans un pays, vous vous dites, mais pourquoi il y a la guerre, il n'y a aucune richesse, il n'y a pas de minerais. Sauf que ce pays, il est placé à un endroit stratégique pour passer. Et donc, la prochaine guerre qu'on vous vendra dans les médias, on dira, il faut y aller parce que les islamistes, il faut absolument qu'on intervienne, il faut y aller parce qu'il faut libérer les femmes, il faut aller parce qu'il faut sauver un peuple. La prochaine fois, regardez, est-ce qu'il y a des minerais? Oui, non. Il n'y en a pas? C'est pas grave. Est-ce que c'est sur une route où passent les minerais pour les exporter? Ah, là, déjà, vous allez voir. Et vous verrez, le conflit, il est lié à un de ces quatre types de guerre. Puis quatrième type de guerre, qui est la guerre pour bloquer l'accès aux ressources aux concurrents. On a des guerres en Afrique aujourd'hui uniquement parce qu'ils ont signé des contrats avec la Chine. Et on a des guerres en Afrique uniquement parce qu'ils ont signé des contrats avec la Russie. Et que comme on a peur des concurrents, eh bien, on va faire un coup d'État qui va provoquer des conflits, qui va provoquer une intervention. Au Mali, c'est très clair, au Mali, la France a tout fait pour déstabiliser le Mali. Au prétexte de lutter contre l'islamisme, en réalité, il s'agissait d'empêcher le rapprochement du Mali et de la Chine pour l'exploitation des ressources maliennes. Alors, voilà les quatre types de guerre. Comment vont-ils nous les vendre? Parce que bien entendu, ils ne peuvent pas nous dire on va faire la guerre pour les minerais. Ils ne peuvent pas nous dire on va faire la guerre pour s'opposer à la Chine. Donc, comment vont-ils nous les vendre? Eh bien, c'est là que c'est ce qu'on appelle la dimension idéologique. Un grand auteur qu'on peut étudier, qui est un auteur marxiste antifasciste italien, qui s'appelle Antonio Gramsci, disait « Jamais les classes dominantes ne peuvent triompher uniquement par la violence. Si avec la violence, ils seraient déjà morts. Donc les dominants ne gagnent jamais par la violence. Tout simplement parce qu'ils sont beaucoup moins nombreux que les travailleurs. Et donc il faut autre chose. La violence ne suffit pas, il faut autre chose. Il faut quoi? Diffuser de fausses explications. Lavage de cerveau. L'idéologie. Diffuser une explication erronée de la réalité. Et donc, dans ces explications-là, eh bien, on va avoir une grande innovation théorique qui va être lancée d'abord aux USA et qui va se diffuser dans le monde entier, qui est ce qu'on en appelle la théorie du choc des civilisations. Si vous regardez les médias, même ceux qui n'utilisent pas le terme, même ceux qui ont peu lu cet auteur qui est Huntington, qui est un théoricien états-unien qui a produit cette théorie-là, eh bien, vous verrez que c'est les expressions dominantes dans les médias. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent dorénavant, les guerres ne sont plus issues de conflits économiques. C'est plus l'économie qui va déterminer les guerres. Ils nous disent ce qui détermine les guerres, c'est l'existence de civilisations incompatibles les unes avec les autres. Donc ils nous préparent à des guerres en permanence. Ils nous préparent à l'idée de la prochaine guerre, etc. Mais Huntington va beaucoup plus loin, puisqu'il dit, si nous regardons le monde, on peut au moins repérer 3 civilisations avec lesquelles nous aurons des difficultés. Lesquelles? Il nous dit la civilisation islamique. Vous aurez compris tous les délires sur l'islam aujourd'hui, l'islamophobie, etc. Et comme par hasard, on a besoin de guerres pour le pétrole et le gaz, justifier ces guerres-là. Et on nous dit, voilà, la civilisation islamique est incompatible avec la démocratie, etc. Secondo, donc ça commence à être connu, parce qu'on a eu beaucoup de gens qui ont, avec les guerres du Golfe, etc., qui ont dénoncé ça, mais Huntington, il va beaucoup plus loin. Il nous dit, il y a une seconde civilisation qui pose problème. Il l'appelle la civilisation orthodoxe, les Russes. Et donc ça, c'est pour justifier toutes les guerres qu'il y a eu pour déstabiliser l'Ukraine, etc., déstabiliser les pays de l'Est, la Yougoslavie, l'éclatement de la Yougoslavie, etc., donc les orthodoxes. Et il nous dit troisièmement, la civilisation chinoise. Il nous prépare
Donc effectivement, comme la Chine est le pays qui au niveau industriel montre, une guerre avec la Chine. Sauf que là, on voit bien qu'on prépare les esprits à des guerres d'ampleur plus grande. En réalité, ils se préparent à encercler la Chine. Et il suffit de regarder les bases américaines autour de la Chine pour s'en apercevoir. Tapez ce soir sur Wikipédia, base états-unienne, Chine, et vous verrez que c'est complètement entouré. Ils préparent également l'isolement de la Russie. Bref, on est bien dans une préparation de nouvelles guerres, et c'est tout le danger de cette mondialisation. Je terminerai en disant que pour préparer les esprits et pour se préparer à toutes les cas de figure, oui. Est-ce que les guerres qui sont en train de préparer peuvent causer la Troisième Guerre mondiale? Oui, bien sûr. Bien sûr, le jour où ils estimeront qu'ils sont assez forts pour vaincre la Chine, par exemple. Aujourd'hui, ils estiment qu'ils ne peuvent pas parce qu'il y a des accords entre la Chine et la Russie, la Chine et un certain nombre d'autres pays, etc. Mais le jour où ils estimeront qu'ils sont assez forts, on sera dans une guerre mondiale en réalité. Donc c'est un peu l'idéologie du nazisme. C'est un peu l'idéologie claire. Vous savez, le nazisme est le résultat du capitalisme. Et comme le capitalisme retrouve sa forme pure, on peut retrouver, ça ne s'appellera pas le nazisme, mais des formes qui ressemblent à cela. Et même tous les pays slaves. Absolument, absolument. Et pour préparer tout cela, eh bien, je voudrais terminer en disant une anecdote qui est quand même significative. La CIA aux États-Unis, elle a cet avantage qu'elle publie, après bien des années, l'ensemble de ses travaux. C'est-à-dire qu'ils font un coup d'État à un endroit, ils disent c'est pas vrai, on n'a pas fait de coup d'État, c'est pas nous, il n'y a rien, etc. 30 ans plus tard, ils publient les documents et ils disent oui, il y a 30 ans, il y avait un coup d'État, c'était nous. Ils ont publié un rapport, il y a 10 ans maintenant, qui était donc une commande du gouvernement états-unien, qui était de repérer les 2000. Donc ils se préparent à pouvoir intervenir partout. Ouais, c'est pas les 2000. De repérer tous les endroits où il y aurait une minorité opprimée. Soit religieuse, soit ethnique, soit culturelle, etc. Et le rapport en cite plus de 2000. Autrement dit, se prépare dans 2000 endroits du monde, s'il y a besoin de faire une guerre parce qu'on découvre une richesse, de dire ah, c'est pour soutenir les femmes, ah, c'est pour soutenir les berbères, ah, c'est pour soutenir les Touaregs, ah, c'est pour soutenir. C'est-à-dire qu'on a une préparation stratégique à intervenir partout où on aurait une minorité qui pourrait soit être réellement opprimée, soit où on inventerait une oppression pour pouvoir justifier une intervention. Donc on voit bien qu'on n'est plus dans la guerre, dans la recherche d'une guerre à un endroit. C'est une concurrence qui s'étend à l'échelle du monde, et donc il y a un vrai danger de guerre mondiale. Alors, quelle conclusion tirer de tout cela? Si les dangers de guerre augmentent, on n'est pas démunis. On n'est pas démunis. C'est pas parce que les dangers augmentent que la guerre est inévitable. Ça dépend vraiment de la mobilisation des gens. Parce qu'effectivement, si on arrive à faire prendre conscience qu'effectivement il y a tous ces dangers qui sont liés au capitalisme lui-même, un, il y aura développement des luttes anticapitalistes, et deux, développement des luttes pour la paix. Et donc on a plus que jamais besoin aujourd'hui d'internationalisme, et pour que l'internationalisme se développe, eh bien, il va falloir mener le combat idéologique, c'est-à-dire expliquer la réalité pour que les gens ne boivent pas les mensonges qu'on leur dit dans les médias, qui sont au service simplement de leur classe dominante. Il faut casser les